Au Nigeria, la capitale fédérale a été le théâtre d'affrontements qui ont fait 3 morts ce week-end. De nouvelles violences ont éclaté lundi entre partisans du groupe chiite radical et forces de l'ordre à Abuja. Détermination du rôle de la colonisation sur l'unité des Burundais, le Parlement étend la période d'enquête de la Commission Vérité et Réconciliation jusqu'à la conférence de Berlin de 1885. En Tanzanie, le gouverneur de la province de Dar es Salaam a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels. Il a promis des arrestations dès la semaine prochaine. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. La capitale fédérale du Nigeria a été le théâtre d'affrontements qui ont fait 3 morts ce week-end. De nouvelles violences ont éclaté lundi entre partisans d'un groupe chiite radical et forces de l'ordre à Abuja. Au moins 6 personnes ont été tuées en 3 jours à Abuja. À la base, des heurts entre manifestants d'un groupe radical chiite et forces de l'ordre. La répression musclée fait craindre une nouvelle escalade de violence. En effet, l'armée et la police ont repoussé l'attaque menée par des membres du mouvement islamique du Nigeria qui ont tiré avec des armes à feu, jeté des pierres et des cocktails Molotov. Durant la confrontation, 3 membres de la secte ont été tués, tandis que 4 soldats ont subi des blessures à des degrés divers. Ces violences viennent porter à 6 le nombre de personnes tuées depuis samedi dans les manifestations organisées par l'IMN en soutien à leur leader Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis près de 3 années. L'ONG Amnesty International a souligné que les informations selon lesquelles des soldats avaient tiré à balles réelles sur des manifestants non armés étaient très inquiétantes. Ibrahim Zakzaki est emprisonné depuis les violentes manifestations qui avaient secoué Zaria dans le nord du Nigeria en décembre 2015. Des groupes de défense des droits de l'homme avaient alors accusé les militaires d'avoir tué plus de 300 chiites durant ces manifestations et de les avoir ensuite enterrés dans des fosses communes, ce que l'armée a démenti. Détermination du rôle de la colonisation sur l'unité des Burundais. Pour y arriver, le Parlement burundais a approuvé lundi un projet de loi. Cette dernière étend la période d'enquête de la Commission Vérité et Réconciliation jusqu'à la conférence de Berlin de 1985. Des massacres interethniques ont frappé le Burundi depuis son indépendance en 1962 jusqu'au 4 décembre 2008, date supposée de la fin de la belligérance armée dans le pays. La CVR, entendée Commission Vérité et Réconciliation, avait initialement été créée en 2014 pour établir la vérité sur cette affaire. Mais le projet de loi adopté lundi étend la compétence de la CVR à une période remontant jusqu'au 26 février 1885, date à laquelle s'est achevée la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique par les puissances coloniales. Ce texte a été approuvé à l'unanimité par les 39 sénateurs. L'Assemblée nationale s'était également prononcée très largement en sa faveur jeudi. Pour la ministre de la Justice, le constat est que l'origine des violences cycliques à caractère politique qui ont endeuillé le Burundi remonte au temps de la colonisation. L'objectif est d'établir les responsabilités de l'Allemagne qui a colonisé le Burundi à la fin du 19e siècle et surtout de la Belgique qui a obtenu un mandat de tutelle sur le Burundi après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 dans la création et l'exacerbation des problèmes ethniques et des violences depuis lors, d'après un cadre du Sénat sous couvert d'anonymat. Le projet de loi étend également de 4 ans le mandat de la CVR qui devait prendre fin en décembre 2018. En Guinée, le principal opposant Cellou Dalein Diallo a été bloqué ce mardi devant sa maison de Conakry par des policiers venus l'empêcher de prendre part à une manifestation contre le pouvoir de Alpha Condé. Au moins 5 manifestants ont été blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont éclaté près du domicile du chef de file de l'opposition. Des véhicules dont des camions à eau et des pick-up de la police anti-émeute étaient stationnés près du domicile de l'ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition Dalein Diallo.
Les entrées de sa maison étaient fermées et des policiers munis de matraques, de boucliers et de lance-grenades ont empêché quiconque d'y accéder. Selon un responsable de la police qui a requis l'anonymat, l'objectif était d'empêcher Cellou Dalein Diallo de quitter son domicile et d'aller à une marche qui n'était pas autorisée. L'opposition entendait organiser cette marche, suivie en principe d'un meeting, pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Le chef de file de l'opposition, bloqué devant sa maison, a dénoncé une confiscation des libertés et une violation de la Constitution par le chef de l'État guinéen Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, avait, le 23 octobre dernier, déjà dénoncé une tentative d'assassinat l'ayant visé à Conakry, mettant en cause le régime du président Alpha Condé. Il faut dire qu'au moins 5 manifestants ont été blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont éclaté près du domicile du leader de l'opposition. Au Gabon, le parti au pouvoir s'est taillé la part du lion lors des élections législatives des 6 et 27 octobre en raflant 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale. À ces 98 sièges remportés par le parti présidentiel s'ajoutent également quelques sièges gagnés par des partis affiliés à la majorité. L'opposition, elle, n'a obtenu que 17 sièges. Selon les résultats officiels rendus publics par le Centre gabonais des élections, le Parti démocratique, parti au pouvoir, a raflé 98 sièges sur 143, auxquels s'ajoutent quelques sièges gagnés par des partis affiliés à la majorité. L'opposition, qui n'a eu de cesse de dénoncer des fraudes et des achats de votes, n'a pu recueillir que 17 sièges. Au sein de l'opposition, le Parti des démocrates de Kinzou Bandama devient la première formation avec 11 députés. Le Parti Rassemblement Héritage et Modernité n'obtient que 4 députés et l'Union nationale 2. Mais les principaux dirigeants de l'opposition ont échoué à se faire élire ou réélire. Jean Ping, candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016, a pour sa part boycotté le scrutin. Dans le camp de la majorité, presque tous les poids lourds ont été largement élus ou réélus, dont le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé et l'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Pacome Moumbélé Boubeya. Il en est de même pour la plupart des ministres et proches du président Ali Bongo. Sa fille aînée Malika Bongo Ondimba a ainsi été élue à Bongoville, fief du clan présidentiel et village natal de son grand-père, l'ancien président Omar Bongo. Présidentielle du 7 novembre à Madagascar. Pour le premier tour, beaucoup de Malgaches ne se rendront pas aux urnes. Aucun candidat parmi les 36 en lice ne trouve grâce à leurs yeux. Le pays compte un taux d'extrême pauvreté estimé à 76,2%. Debout depuis 4 heures du matin, Claudine parcourt la ville à la recherche de bouteilles en plastique, pots de yaourt et autres flacons vides pour les revendre. Très occupée à chercher de quoi nourrir sa famille, Claudine ne veut pas entendre parler de l'élection présidentielle. Si jamais je dois voter, je voterai certainement pour les bacs à ordures, car ce sont eux qui nous nourrissent. Les bacs à ordures nous ont toujours aidés, que ce soit pour nous apporter de la nourriture ou de l'argent. Donc je ne vais jamais voter pour personne d'autre. Aujourd'hui, Claudine a vendu une vingtaine de bouteilles en plastique pour 1000 ariars, soit 25 centimes d'euros. En un mois, elle peut gagner jusqu'à 20 euros, soit la moitié du salaire minimum des Malgaches. Avec ce qu'elle a gagné ce jour-là, Claudine a pu acheter 400 grammes de riz, de quoi faire un repas pour 6 personnes. Malheureusement, il lui arrive parfois d'avoir de mauvaises surprises. Nous nous sommes fait voler notre marmite. Pourtant, nous avons déjà acheté le riz ce matin. Nous allons donc cuire ça demain. Ce soir, nous allons hélas dormir sans manger. Claudine, peu importe le candidat élu. Pour elle, un nouveau président ne changera rien à sa vie. Son ami Raymond, lui, est convaincu que son candidat a la solution pour redresser le pays. Il faut que tu ailles voter le 7 novembre, car si tu ne votes pas, le risque c'est que le candidat de ton choix ne soit pas élu.
Je vais voter pour un candidat car je suis convaincu de son programme. Il va se préoccuper de nous, les pauvres, en termes de santé, en termes de sécurité. Malgré l'optimisme de son amie, difficile de convaincre Claudine, elle qui se sent délaissée par les politiciens. Madagascar est le seul pays à s'être appauvri depuis son indépendance en 1960 sans avoir connu la guerre. 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de 3 $ par jour. En Tanzanie, le gouverneur de la province de Dar es Salaam a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels. Il a promis des arrestations dès la semaine prochaine. Des précisions à travers cet élément. Le gouverneur de la province de Dar es Salaam en Tanzanie appelle ses administrés à dénoncer des homosexuels. En conférence de presse lundi, il a dit détenir des informations faisant état de leur nombreuse présence dans sa province, promettant qu'une équipe ad hoc mise en place devrait commencer à mettre la main sur des homosexuels dès lundi prochain. Le gouverneur Paul Makonda, de foi chrétienne, a exhorté ses concitoyens à soutenir sa campagne contre l'homosexualité qui, selon lui, foule aux pieds les valeurs morales des Tanzaniens et des religions chrétiennes et musulmanes. L'homosexualité constitue un crime en Tanzanie, puni d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. Depuis l'élection du président John Magufuli en octobre 2015, une véritable rhétorique officielle dénonçant l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée dans le pays. En 2017, le gouvernement tanzanien avait menacé d'arrêter tous les défenseurs des homosexuels et promis d'expulser les étrangers qui militeraient pour leurs droits. Il avait mis cette menace à exécution en octobre 2017, en expulsant vers leur pays d'origine 3 Sud-Africains accusés de promouvoir le mariage homosexuel. Aux portes de la capitale sierra-léonaise Freetown, le sanctuaire pour chimpanzés de Tagouma accueille un nombre record de chimpanzés. C'est le signe que, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'espèce paye au prix fort l'action de l'homme. Le sanctuaire pour chimpanzés de Takugama en Sierra Leone a recueilli au cours des 3 derniers mois un nombre record de 7 petits orphelins. Non seulement ces singes sont chassés par les braconniers pour sa viande de brousse ou tués par des agriculteurs en représailles des dégâts qu'ils causent dans les plantations, mais ces chimpanzés verrues, du nom de leur sous-espèce, voient aussi leur habitation, qui est la forêt tropicale des alentours de Freetown, se détruire par une urbanisation croissante et l'exploitation du bois. Ces terres sont données dans des zones qui sont censées être protégées. En tant qu'agence, nous pouvons alors dire non, ce n'est pas bien. Nous pouvons faire entendre notre voix, mais nous n'en avons pas. Nous ne pouvons pas arrêter ces projets. Nous ne faisons pas partie de l'attribution de ces projets ou du feu vert pour ces projets. C'est donc extrêmement difficile pour nous de faire notre travail. La Sierra Leone est un pays en voie de développement et nous voyons maintenant un afflux très important d'agriculture industrielle dans le pays, ce qui détruit en fait une grande partie de la forêt. C'est très effrayant pour nous parce que si l'on se fie aux statistiques, chaque bébé chimpanzé atteint une destination. Comme Takugama, peut-être 10 chimpanzés seraient morts. La population de cette sous-espèce de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest a chuté de 80% entre 1990 et 2014, comme le confirme une étude de l'American Journal of Primatology. Il en resterait environ 5500 en Sierra Leone, soit quelques 10% de ses cousins de l'homme encore en liberté qui ont déjà disparu du Burkina Faso, du Bénin, de Gambie et peut-être du Togo, selon la même source. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité, quant à elle, se poursuit sur SICA. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.